Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nicoprime TV. Aujourd'hui, nouvel épisode consacré au tuto de Super Fantasy Brawl. Mais comme vous le savez sûrement, le 9 mars dernier, Mythic Games a lancé le Round 2 sur Kickstarter. Ce nouveau round consiste principalement en 9 nouveaux champions répartis en 3 boîtes de 3 personnages et qui viennent s'intégrer au jeu et démultiplient ainsi les possibilités de composition d'équipe. Pour tout savoir sur ce Round 2, je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers la page Kickstarter du projet. Enfin, projet à ce jour, il est déjà très largement financé et Mythic Games annonce une livraison possible dans les 6 mois. Pour tous ceux qui n'auraient pas pu participer au premier Kickstarter, c'est-à-dire celui-ci. Lors de ce Round 2, vous pouvez à nouveau obtenir le jeu de base et profiter de toutes les extensions et add-ons qui ont été à ce jour développés. Le tout bien sûr toujours à un prix KS. Vous pourrez aussi à partir d'octobre 2021 a priori retrouver le jeu en boutique. Bien évidemment sans certaines petites choses qui ont été réservées à Kickstarter. Mais donc, si je vous parle aujourd'hui de ce Round 2, c'est que Mythic Games m'a fait le grand plaisir et le grand honneur de me fournir les 9 nouveaux champions en avance. Et donc que je vais pouvoir vous faire des tutos de chaque figurine avant même que vous ne les receviez. Cela ne signifie pas pour autant que j'oublie les champions restants du Round 1, mais que, à la livraison du Round 2, vous aurez tous les tutos de toutes les figurines Round 1 et 2 compris. Du coup, aujourd'hui, on attaque les tutos sur les personnages du Round 2 avec l'extension Hot Tricks. Et l'une de ces figurines emblématiques, Jacques le Beau, ou dans sa version française, Jacques le Magnifique. Vous êtes prêts? Alors on y va. Enfin, juste après l'intro. Pour commencer, j'ai préparé ma figurine et je l'ai sous-couchée, comme à mon habitude, d'abord en noir, puis en gris, en zénital, et je suis revenu avec la bombe de blanc et l'embout de précision juste sur le haut. Si vous ne savez pas comment appliquer vos sous-couches en zénital, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Voici l'ensemble des couleurs que j'ai utilisées pour peindre Jacques le Beau. Ces couleurs vous sont données dans certaines marques. Si vous n'avez pas cette marque-là, je vous mets en lien en description de la vidéo un petit outil qui vous permet d'obtenir l'équivalence dans n'importe quelle marque. Je commence par revenir avec un Unoil directement depuis le pot et j'applique cette encre sur l'intégralité de la figurine. Alors vous allez me dire que ça tue l'effet zénital de la sous-couche. Alors oui et non. Le Nunoil étant une peinture transparente, on va garder une certaine forme de zénital. Mais l'avantage du Nunoil ici est qu'il va me permettre de marquer directement tous les petits creux sur la figurine, ce qui va me faire gagner énormément de temps ensuite pour éviter d'avoir à faire tous les panel lining avec de fins traits noirs à l'ensemble de tous les endroits où il y a des petits creux. Sachant qu'en plus, les couleurs qui vont venir par-dessus sont assez sombres, il n'y a aucun problème de couvrance ou de saturation. Les zones qui seront peintes en rouge seront de toute façon avant peintes dans un rouge très foncé. Donc je vais pouvoir récupérer la saturation de mon rouge, même en ayant passé un Unoil, comme ça, sur l'intégralité de la figurine. Essayez tout de même d'être assez rapide pour passer ce Unoil, de façon à ne pas créer de zones ou de plaques qui seraient un peu gênante pour le reste de la peinture. Une fois que c'est fait, laissez sécher l'ensemble pendant une dizaine de minutes. Je commence ensuite à préparer tous mes cuirs et donc je viens faire un mix 50-50 entre mon marron de base et mon bleu qui va me permettre d'obtenir un marron beaucoup plus foncé avec une note de bleu à l'intérieur. Ma peinture est suffisamment diluée pour être légèrement transparente et bien fluide. Et j'applique avec mon pinceau qui est moyennement chargé ma peinture en fine couche sur l'ensemble des zones de cuir. Je profite ainsi comme ça du zénital que je peux avoir de présence sur la figurine.
Ne soyez pas inquiets si vous débordez à certains endroits, comme de toute façon nous allons reprendre l'ensemble des autres zones après, vous pourrez toujours revenir et récupérer les erreurs que vous avez pu faire. N'oubliez pas non plus de peindre le dessous du chapeau, même si je suis d'accord, il n'est pas très visible lorsque la figurine est en position normale. Jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose comme ça. Je passe ensuite à mes zones de rouge et idem, je viens faire un mix 50-50 entre le même bleu et mon rouge de base de façon à obtenir un rouge assez sombre qui tire vers une espèce de violet. Et j'applique cette couleur en fine couche bien diluée sur l'ensemble des zones rouges de la figurine. Tout comme pour mon marron, j'essaye de ne pas déborder et de préserver les zones de panel lining noir qui sont autour de mes plaques d'armure. Donc faites attention, encore une fois, ce n'est pas très grave, on reviendra travailler de toute façon ces zones avec d'autres couleurs, vous gagnerez juste du temps à ne pas détruire ce qui a été fait avant. Pour la cape, vous voyez que j'utilise un pinceau bien chargé et assez gros, de façon à venir poser rapidement et sur une grande surface ma peinture. Je la tire dans le sens du haut vers le bas, de façon à bien étaler et bien répartir ma couleur sur l'ensemble de la cape. Je le fais assez rapidement pour que la peinture n'ait pas le temps de sécher et ainsi ne pas avoir de marques de traces de pinceau sur cette surface plate. Et comme ma peinture est relativement bien diluée, elle se travaille facilement tout en préservant le zénithal qui se trouve en dessous. Je vais donc avoir un dégradé déjà tout fait, assez propre, en allant assez vite sur ma figurine et en étalant bien ma peinture pour qu'elle soit bien homogène sur l'ensemble de la cape. Pour peindre l'intérieur de la cape, je vais ajouter un petit peu plus de bleu à mon mélange de façon à obtenir une couleur plus sombre. Parce que l'intérieur de la cape étant loin de la lumière, il est normal qu'elle soit plus sombre. J'applique donc une bonne fine couche de cette couleur sur l'intégralité de l'intérieur de la cape. Et voici ce que donne ma figurine une fois tout le rouge passé. Je commence maintenant à baser toutes les zones qui vont être ensuite dorées. Donc pour ça, je viens passer mon Bond Brand sur l'intégralité de toutes les parties que je destine à être en NMM or. Pour rappel, NMM signifie Non-Metallic Metal, c'est-à-dire qu'on va simuler une matière métallique, et là ici de l'or, avec des peintures qui n'auront aucun pigment métallique. Donc c'est une technique qui existe depuis très longtemps, depuis, j'allais dire l'Antiquité, mais presque, et qui va nous permettre de placer les reflets dans le métallique là où on le souhaite et non pas là où la lumière va venir se déposer naturellement sur les parties métalliques. Les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui sont, je dirais, une recette hyper classique et hyper connue de NMM or. Donc pour ça, pour faire ce métallique non métallique, je viens donc baser l'intégralité des surfaces or avec mon marron. Parce que l'or, lorsqu'il se reflète, on va dire, génère des ombres qui sont marron. On peut bien également, si on le souhaite, ajouter des nuances à ce marron, lui donner des côtés un petit peu plus violets, un petit peu plus bleus, un petit peu plus rouges, fonction de l'or global que l'on souhaite obtenir. Ici, je suis parti sur un or assez sombre, de façon à obtenir un fort contraste au niveau de mes zones métalliques. Donc ma peinture est assez peu diluée de façon à être bien couvrante pour pouvoir marquer directement la couleur de base de toutes mes parties de NMM or. Lors de cette étape, essayez d'être le plus précis possible de façon à ne pas recouvrir d'une part le travail que vous avez déjà fait sur votre rouge ou sur les parties de cuir de l'armure et à préserver un maximum vos panel lining en noir. Au final, voici ce que vous devez obtenir sur votre figurine. L'ensemble de nos couches de base sont posées, on va pouvoir attaquer l'éclaircissement et la définition de chacun des volumes. Je commence donc par revenir au noir pour marquer toutes les lanières de cuir noir qui sont présentes sur Jacques Le Beau. Donc toutes les petites ceintures qu'il a sur le ventre pour tenir toutes ses épées, les petites boucles de ceinture sur son chapeau, etc. etc. Donc idem, soyez précis de façon à ne pas détruire tout le travail que vous avez fait avant.
Et ça va aussi être le moment de revenir sur tous les panel lining que vous auriez pu détruire lors des étapes précédentes. Comme ici par exemple pour moi, sur le dessus du chapeau, où mon marron a légèrement mangé l'ensemble de mon panel lining. Donc je reviens avec un noir très dilué, et donc très fluide, qui va me permettre de le pousser directement dans les creux et dans les traits que je souhaite remarquer sur mon petit chapeau. Au besoin et de façon à être le plus précis possible, faites-le en 2 passages avec une couleur très diluée qui va progressivement marquer en fur et à mesure des passages. Ça vous évitera de marquer d'un très fort trait noir tout de suite au premier passage. Avec un gris neutre, je viens remarquer et rebaser l'ensemble des parties de sa chemise, que l'on va éclaircir plus tard pour qu'elle soit légèrement plus blanchâtre et plus fine ou plus contrastée par rapport aux autres couleurs qu'on a passées autour. Mais pour obtenir un tissu blanc, il est plus simple de commencer sur une base grise plutôt que sur quelque chose de plus foncé ou en tout cas d'irrégulier. Donc c'est pour ça que je reviens sur toute cette chemise pour la baser intégralement de la même couleur partout. Je viens aussi utiliser cette même couleur sur les rayures de son pantalon et donc je commence à remarquer en un gris assez clair l'ensemble des rayures qui sont vraiment visibles. Vous verrez que sur la figurine, il y en a qui sont un petit peu moins visibles, notamment sur sa jambe qui est sous la cape. Et celle-ci, je ne vais pas y retoucher. Mais sur celles qui sont en lumière, je reviens apporter un peu de lumière avec ma couleur. Jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose comme ça. Je fais ensuite un mix 50-50 entre mon bleu d'ombrage et mon noir, de façon à venir peindre les cheveux. Parce que les cheveux noirs ou bruns ne sont jamais vraiment totalement noirs. Et donc je vais utiliser une base plutôt bleue pour les peindre. Une fois toutes ces étapes faites, je vais ajouter de la définition à ma figurine et donc je vais ajouter de l'ombre un peu partout. Donc à l'aide d'un agrax, je vais venir repasser sur l'ensemble de mes cuirs et sur l'ensemble de mes parties NMM or cet agrax. Ça va me permettre de booster mes ombres, tout simplement, et tout en redéfinissant éventuellement même les panel lining que je peux avoir de présence sur toutes ces surfaces. Le fait de repasser les ombres comme ça va me permettre aussi de marquer un petit peu plus certains creux, tout en gardant les couleurs de base que j'ai posées au départ. Je peux comme ça marquer beaucoup plus facilement des ombres qui vont se dégrader assez simplement d'elles-mêmes grâce à l'effet du shade, et marquer des zones d'ombre dans mes métaux, là où ma couleur de base, en elle seule, ne suffisait pas à avoir une différenciation entre mes zones d'ombre et mes zones de lumière. Je laisse le tout sécher pendant environ 10 minutes. Je reviens ensuite avec mon rouge de base, légèrement dilué, rééclaircir les différentes zones et apporter de la lumière sur, en fait, mon rouge foncé assez violacé que j'avais posé au début. Donc je ne marque pas sur l'ensemble des surfaces mon rouge, je conserve de ci, de là, cette partie légèrement violacée de façon à avoir une ombre dans mon rouge. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter de revenir ajouter une couleur supplémentaire du type du jaune pour oranger mon rouge et donc avoir un rouge qui ne serait pas naturel. Parce que si vous regardez quelqu'un qui a un pull rouge dans la rue, vous ne verrez aucune trace d'orange ou de jaune sur ce rouge. Juste de l'ombre dans le rouge et un rouge pur là où la lumière est la plus forte. Et c'est ce que j'essaye ici d'appliquer. Donc sur les différentes zones sur lesquelles était appliqué mon rouge, je viens juste ajouter du rouge en plus sur mes zones qui étaient rouge foncé. Donc travailler ce rouge sur des zones de plus en plus petites de façon à conserver l'ombre tout en apportant de la lumière et donc du rouge de plus en plus pur sur vos volumes. Si votre rouge est bien dilué et que vous le passez dans le sens de la lumière, c'est-à-dire en allant des zones sombres vers les zones qui doivent être le plus lumineuses, vous verrez que vous allez progressivement déposer de plus en plus de rouge sur les parties lumineuses et c'est ce qui va faire le dégradé de votre pièce. C'est encore plus flagrant effectivement sur la cape puisque la zone est très grande et donc on va passer ce rouge que dans les zones où l'on souhaite qu'il y ait la lumière. Donc vu l'angle de la cape de Jacques Le Beau,
on va dire que la partie moitié située à gauche de la figurine va être beaucoup plus rouge et beaucoup plus lumineuse que la partie droite qui doit être dans l'ombre. Donc pour ça, je passe ma peinture, toujours très diluée, sur les zones qui doivent être un peu plus rouges. Et je répète l'opération une deuxième, une troisième fois pour reprendre à chaque fois tous mes volumes et augmenter progressivement l'intensité, la saturation de mon rouge sur ces zones. Je réduis mes zones à chaque fois et j'utilise une peinture extrêmement bien diluée, extrêmement fluide, que je pousse dans le sens de ma lumière. À force d'ajouter des petites couches fines comme ça, je vais récupérer un rouge très lumineux, là où la lumière se dépose sur la cape. Et je répète les mêmes opérations avec un rouge encore plus saturé, donc ici un Wild Wild Red, sur mes différentes zones en réduisant petit à petit les zones sur lesquelles je travaille ce rouge. Vous voyez qu'à force de passage, mon rouge devient de plus en plus intense, de plus en plus saturé aux endroits où je multiplie les couches. Et comme ma peinture est extrêmement fine et diluée, elle est très transparente et donc je continue à voir mes ombres et mes couches précédentes en dessous. Sur la cape, je procède exactement de la même façon, en marquant de plus en plus vers le haut à gauche de la cape le rouge le plus saturé que je passe doucement en très fine couche avec une peinture extrêmement fluide. Je passe ensuite à mon éclaircissement final avec un rouge légèrement orangé qui va me permettre, grâce à quelques petits points, de marquer la saturation extrême que je souhaite donner à mon rouge. Et sur sa cape, je finalise de la même façon, vraiment sur la partie en haut à gauche de la cape et sur, on va dire, les rebords physiques de la cape, donc une sorte de lining sur les parties qui le permettent. Jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci. Il est maintenant temps d'attaquer notre NMM Or. Donc pour ça, j'ai utilisé 3 couleurs que vous voyez sur la palette, un uniforme anglais, uniforme japonais et un Ice Yellow. Et on va voir qu'au fur et à mesure où je vais utiliser ces différentes couleurs, le côté doré et le côté reflet va apparaître dans mes parties dorées. Je commence tout d'abord par passer de fines couches de mon uniforme anglais sur les zones que j'avais peintes au préalable en marron et qui ont été encore plus sombrées avec la Grax. Donc c'est la succession de ces petites couches que je vais poser de façon très diluée qui vont créer une espèce de dégradé dans mon marron de base. Et à force de venir rajouter comme ça, en réduisant mes zones de fines couches de cet uniforme anglais, je vais intensifier la prédominance, on va dire, de l'uniforme anglais. Bien évidemment, si vous mettez cette couleur partout, vous allez perdre le côté ombrage que l'on a créé auparavant. Donc, essayez de recouvrir maximum les 2/3 de vos zones en alternant les zones de lumière et les zones d'ombre. Pourquoi en alternant? Parce que le NMM fonctionne si on a en fait des rebonds de la lumière dans les parties métalliques. Donc, assurez-vous de faire de temps en temps une zone complètement en uniforme anglais et puis un petit peu plus loin de rajouter un peu d'uniforme anglais dans une zone qui est totalement marron. Et bien évidemment, privilégier les zones qui doivent être vraiment dans la lumière pour leur appliquer ces fines couches d'uniforme anglais. Je passe ensuite à ma deuxième couleur, qui est l'uniforme japonais. Et là, je vais surtout accentuer les lumières, c'est-à-dire les endroits où la lumière doit vraiment apparaître, ainsi que de faire des fins alignings sur toutes les arêtes qui sont présentes sur toutes les parties d'armure ou toutes les parties dorées de son armure. Ce marquage des différentes arêtes est vraiment très important. C'est ce qui va commencer à apporter l'effet doré ou l'effet de reflet que l'on peut avoir sur une matière métallique. Pour que cet effet fonctionne, il faut effectivement que votre peinture soit vraiment assez diluée. Si vous attaquez avec des gros pâtés, vous allez forcément masquer le travail que vous avez fait en dessous et donc les parties marronnées et les ombres de votre or. Donc privilégiez plutôt de faire plusieurs petites couches, même si effectivement c'est un travail de précision, de façon à bien marquer votre lumière, quitte à passer 2 ou 3 couches de votre couleur d'uniforme japonais,
mais vraiment qu'on sente vraiment une différence de lumière entre vos ombres et le début du commencement de votre reflet. On verra que si on s'arrête là, effectivement, l'effet NMM Or ne fonctionne pas. Mais c'est grâce à la lumière qu'on va apporter par la suite qu'on va générer cet effet de reflet et donc le rendu du métallique. Bien évidemment, sur les zones qui sont face à une lumière directe, comme par exemple ici sur son chapeau, vous allez devoir placer des zones de lumière et donc des zones de reflet dans votre or beaucoup plus importantes et beaucoup plus grosses. Donc pour ça, je vais simplement passer plus d'uniforme japonais sur son chapeau que, a priori, sur les autres surfaces. Mais pour que l'effet NMM fonctionne, il faut aussi que je garde certaines zones d'ombre. Et de façon à être cohérent, les zones qui sont situées à proximité de ce chapeau, qui donc doivent être dans une lumière à peu près aussi intense, j'augmente sur ces zones ma lumière de façon à récupérer une sorte de brillance ou de lumière qui va correspondre à celle maximum que j'ai placée sur le chapeau. Concernant les grandes dorures qui sont présentes sur la cape, je commence par poser simplement des linings sur les bordures de toutes ces dorures. Ça me permet de voir où va se placer ma lumière et de commencer à diviser mes zones pour savoir comment je vais traiter la lumière qui arrive sur ces dorures. Et bien évidemment, plus je vais être dans l'ombre, plus je vais être léger sur ces lumières, de façon à ce que le reflet dans mon or soit cohérent avec l'ensemble de la lumière que j'ai voulu poser sur la cape. En ce qui concerne les rebords de la cape, par contre, j'accentue vraiment ma lumière, parce que de façon naturelle, les rebords de toutes ces zones sont forcément plus lumineuses. Et c'est à partir de ces linings que j'ai posés que je vais commencer à poser des zones de lumière sur les aplats de mes zones de dorure. Donc vous voyez ici par exemple que j'ai mis beaucoup plus de lumière sur la partie qui est à droite, mais qui en fait est à gauche de la cape, tout simplement parce que c'est là qu'il y a le plus de lumière. Cela me permet donc de balancer la quantité de lumière que j'apporte aux dorures qui sont sur la cape. Je vais en mettre beaucoup plus du côté de la lumière, mais un peu quand même du côté de l'ombre, pour simplement que l'effet métallique fonctionne. Je passe ensuite à mon Ice Yellow, qui est en fait un jaune vraiment très pâle et très désaturé, qui va me permettre de vraiment marquer la lumière à l'endroit où je veux vraiment qu'on la voit sur le reflet dans le doré. Donc pour ça, je viens juste passer des petits linings et des petits points que je pose à des endroits vraiment stratégiques pour marquer l'intensité du reflet et du côté doré soumis à la lumière qu'il y a sur les dorures de toute l'armure de Jacques Le Beau. Et vous voyez que c'est vraiment à cette étape que l'on commence à comprendre, j'allais dire, ou à vraiment voir l'effet métallique dans cette peinture. C'est vraiment ces petits traits de jaune citron, quelque part, qui vont marquer la lumière maximum que rend l'or ou la couleur de votre doré dans la technique du NMM. Et plus je vais en placer, vous voyez que je l'ai fait là par exemple sur le chapeau, plus on comprend le reflet. C'est aussi en marquant systématiquement les arêtes qui sont présentes dans le métal que l'on va augmenter cet effet de matière. Donc vraiment, prenez vraiment le temps de marquer vos arêtes avec cette couleur de façon à renforcer la lumière qui est présente sur vos zones de métal. Sur les parties qui sont en quelque sorte des boules, donc comme par exemple les poignées d'épée qui sont sur le sommet, venez déposer un point, une tache, on va dire, avec cette couleur, de façon à créer un spot de lumière sur ces surfaces arrondies. Idem sur les toutes petites surfaces, ici les bordures de ces ceintures, venez passer quelques points, quelques lignes de ce jaune citron qui vont vraiment marquer l'intensité du reflet. Même si ça semble précis et que vous ne voyez plus du coup les autres couleurs qui ont pu être passées avant en dessous, ce n'est pas grave. Vraiment marquez l'intensité dans votre doré. Sur la garde de l'épée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut qu'il y ait parfois des rebonds dans la lumière. Donc là, je marque ma lumière maximum parce qu'elle correspond à l'angle de ma lumière qui vient frapper la garde de l'épée, mais je vais aussi aller faire un autre éclaircissement avec cette même couleur
un peu plus loin sur la garde, même si elle n'est pas en phase directe avec cette lumière. Ça va me permettre de créer ce fameux rebond qui va rendre encore plus cohérent le premier reflet. Je continue comme ça sur l'ensemble de mes zones à marquer mes arêtes avec cette couleur maximum et à ainsi créer des intensités dans l'ensemble des reflets qui sont présents dans mon or. Par contre, sur les parties basses de la figurine, donc ici les accroches qu'il a sur ses jambes, je ne marque que de petits endroits avec cette technique de lining ou d'éclaircissement au jaune doré, de façon à ce que la lumière soit moins intense sur le bas de la figurine et corresponde plus en fait à la lumière globale que j'ai voulu donner sur la figurine. Au final, voici ce que vous devez obtenir avec votre NMM Or. Je continue ma figurine en venant retravailler les parties grises. Donc du coup, avec un petit peu d'ivoire, j'éclaircis mon gris neutre que j'avais et je viens marquer les endroits où la lumière doit être un peu plus forte sur les replis de la chemise de Jacques. Et je viens aussi faire de fins lining sur les bords de chacune des rayures qui sont présentes sur son pantalon, de façon à augmenter l'intensité lumineuse et le contraste qu'il y a entre chacune des rayures. J'ajoute ensuite encore un petit peu plus d'ivoire à mon mélange et je répète les mêmes opérations, c'est-à-dire ici sur le bord des rayures du pantalon, mais aussi sur l'ensemble de tous les morceaux de tissu gris qu'il peut avoir sur lui, de façon à augmenter encore plus le contraste et l'intensité lumineuse sur ces zones. Et avec cette même couleur, je viens faire tous les éclaircissements dans toutes les bandes de cuir noir qui sont présentes sur la figurine. Donc sur son chapeau, sur toutes les lanières qu'il a en travers du torse pour maintenir ses épées, etc., etc. Je marque tout spécialement avec cette même couleur chacune des lanières des poignets des épées qu'il a dans le dos, parce qu'elles sont situées sur le haut de la figurine et que donc elles doivent marquer fortement la lumière. Toujours avec cette même couleur, mais un peu plus diluée, je viens marquer de façon assez subtile la lumière dans les cheveux de Jacques. Je marque ainsi comme ça des zones avec une lumière un peu plus franche dans l'ensemble des cheveux pour créer le reflet naturel que peuvent présenter des cheveux noirs. Et après plusieurs couches, à force de marquer cette couleur de plus en plus claire, je vais créer l'intensité lumineuse qu'il y a dans la chevelure. Excusez-moi pour le cadrage, je pense que là j'étais presque en dehors et on aurait pu ne pas voir cette partie. Ensuite, avec un ivoire presque pur, marquez vraiment quelques petits points de lumière dans ces zones de façon à marquer réellement un reflet très visible. Et voici ce que j'obtiens au final pour la chevelure. Je m'attaque maintenant à l'éclaircissement de l'ensemble des cuirs. Donc pour ça, j'ajoute un petit peu d'ivoire à mon brin de base et je viens marquer les arêtes de toutes les zones de cuir, ainsi que les différentes surfaces en les dégradant progressivement avec quelques petits coups de pinceau de cette couleur. Pourquoi je fais cette partie-là maintenant ? Tout simplement parce que je ne voulais pas que mes parties de cuir prennent le pas en termes de lumière sur mon NMM doré. Donc maintenant que mon NMM est placé et que j'ai mis mes lumières qui sont maximum, je peux venir travailler mes zones de cuir. Donc j'intensifie chacun des rebords de chacune des zones de cuir, comme à la normale pour tout ce qui est rebord, et j'apporte diverses lumières dans mes zones en faisant comme ça de très légers passages avec une peinture bien diluée sur mes zones de cuir. Le but est vraiment d'apporter un petit peu de lumière et de donner un peu de relief à mes zones de cuir. Bien évidemment, j'aurais pu aussi travailler comme j'avais travaillé sur des rings, toutes ces zones de cuir avec un vieillissement, un weathering, qui aurait rendu encore plus cette texture cuir. Ici, je trouve que j'avais déjà suffisamment travaillé la figurine pour ne pas rendre ce cuir aussi travaillé que j'ai pu le faire sur la cape de Daring. En plus, cela aurait peut-être pris le pas sur les parties de NMM doré et je ne voulais pas que ce soit le cas. Donc je me contente vraiment d'accentuer les zones de lumière par ici sur les doigts, sur tout le cuir du gant, de façon à faire ressortir le galbe de son bras qui est en dessous, mais tout en gardant des zones d'ombre qui soient suffisantes pour que l'on comprenne le volume. Il est maintenant temps d'attaquer la peinture du socle de façon à vérifier que tout cela fonctionne ensemble. Donc comme d'habitude, je commence par baser l'intégralité de mon socle avec un Beller Brand.
je passe 2 couches bien diluées afin de rentrer dans l'ensemble des creux du socle. Et je commence à vérifier que l'ensemble se tient. Je peins ensuite toutes mes touffes d'herbe avec mon Warpstone Glow. Et je repeins ensuite l'ensemble des roches ou des cailloux qui sont présents sur le socle avec un Dark Reaper. Quand tout est sec, j'applique un généreux ancrage d'Agraxor Shade sur l'intégralité du socle. Et je laisse sécher pendant environ 20 minutes. J'attaque ensuite la peinture de ces épées. Et donc pour ça, je dégrade progressivement avec des gris de plus en plus clairs les différentes faces ou les différents tranchants qui sont présents sur l'épée. Vous verrez que la sculpture est suffisamment bien faite pour que l'on ait vraiment une épaisseur et une différentes facettes dans le tranchant de l'épée. Donc respectez simplement ces tranchants en venant faire des linings très doux et très soft sur chacune des arêtes. Je répète cette opération plusieurs fois avec des couleurs de plus en plus claires, en marquant ainsi les faces d'une couleur de plus en plus éclairée. Le but est vraiment de venir renforcer chacune des arêtes qui sont présentes sur ces épées et à emmener un peu de lumière en opposition pour créer un NMM ou une sorte de NMM qui va montrer des reflets dans les différentes parties et donc recréer une sorte de volume là où l'épée est au final assez plate. Et je finalise ces lames en faisant en fait des linings d'un ivoire quasiment pur sur l'ensemble de ces os. Le fait de faire ça en fait rend la lame beaucoup plus tranchante parce que le rebord est beaucoup plus blanc. Je finalise même cet effet en utilisant une peinture, un aluminium mat, qui est une peinture métallique, mais au final dans laquelle on perçoit très peu le côté métallique, mais qui par contre a un pouvoir lumineux qui est vraiment très important. Donc j'accentue comme ça la lumière avec cette couleur. Et je finalise même au blanc pur sur certaines arêtes de façon à accentuer l'effet. Avec mon blanc pur, je viens même rajouter quelques petits points, et vraiment c'est des petits points, dans mon NMM doré, de façon à accentuer encore plus le reflet. Et c'est cette touche finale qui va vraiment créer l'intensité que vous allez obtenir dans votre NMM, qui va renforcer l'effet doré, puisque la lumière qui se projette sur une matière dorée est à un point précis quasiment blanche, et elle se propage ainsi autour en se dégradant, soit avec votre jeune citron, soit avec votre uniforme japonais, soit votre uniforme anglais, sur la base de votre marron. Donc n'oubliez pas à la fin, vraiment, ces tout petits points de blanc qui vont créer votre NMM doré. Pour finaliser les épées, je reviens avec un noir très dilué, marquer les ombres en fait, dans les côtés de chacune des épées qui ne sont pas soumises directement à la lumière. Donc je fais ainsi une espèce de lavis très léger dans les surfaces qui sont vraiment dans l'ombre. Si vous le souhaitez, vous pouvez même revenir au noir, marquer quelques éraflures dans votre épée, de façon à lui donner un petit peu plus de vie, un petit peu plus de vécu quant à la capacité guerrière de Jacques. Donc marquez simplement de fins traits sur ce qu'on pourrait appeler des encoches ou des entailles qui vont être créées comme ça sur vos lames. Et voici ce que vous devez obtenir au final. Comme à mon habitude, je reviens travailler l'ensemble de la texture du socle en repartant de mon Bellerbrand que je vais progressivement éclaircir avec de l'ivoire de façon à marquer vraiment les points de lumière dans la texture de ce socle de terre. Pour les rochers, je procède exactement de même, je repars de mon gris de base que j'éclaircis progressivement avec de l'ivoire de façon à retrouver de la lumière sur chacun des cailloux. Cela me permet aussi de définir l'intensité que je souhaite donner à chacune des stries ou des éraflures ou de la texture même de la pierre que je veux de présente sur le socle de Jacques Le Beau. Je poursuis en venant éclaircir toutes les arêtes de mes brins d'herbe avec un mood green. Je donne donc ainsi un côté beaucoup plus lumineux à chacun des brins d'herbe et je vais finaliser cette lumière en ajoutant simplement un petit mélange de mon mood green et de mon ivoire sur la toute pointe de chacun des brins d'herbe.
Je viens ensuite peindre la bordure de mon socle avec un noir, de façon à gommer toutes les erreurs ou tous les débords que j'ai pu commettre en peignant le dessus du socle et rattraper ainsi une couleur uniforme sur tout le tour de la figurine. Pour finir, je viens baser l'ensemble des yeux de Jacques Le Beau, puisqu'au final on n'en voit pas grand chose, avec un Cadian Flechtone. Cadian que j'éclaircis avec une légère pointe d'ivoire de façon à marquer un petit peu de lumière et à marquer les différentes parties du visage. J'ai décidé ensuite de lui peindre ses pupilles en orange de façon à lui donner une espèce de regard un peu intrigant et maléfique. Et voilà, avec cette dernière étape, notre Jacques Le Beau est maintenant terminé. On a une figurine bien contrastée sur laquelle les ombres et les lumières sont respectées et on a réalisé un joli NMM doré. Voilà, Jacques le Magnifique est maintenant prêt à rejoindre l'arène et à pourfendre ses ennemis. Un petit point tout de même sur ces nouvelles figurines. Personnellement, je trouve que la qualité de la sculpture a augmenté. Les figurines du round 1 étaient déjà assez quali, mais là, je trouve que c'est un petit cran au-dessus. De même, si vous êtes impatient de découvrir les nouvelles mécaniques des nouveaux personnages de ce round 2, je vous invite à vous rendre d'une part sur le groupe Facebook consacré au round 2, mais aussi sur la plateforme BGA, Board Game Arena, qui vous permet de jouer en virtuel à Super Fantasy Brawl. Je vous mets le lien dans la description, autant pour le groupe Facebook que pour Board Game Arena. Vous pourrez ainsi facilement et gratuitement découvrir les mécaniques du jeu et des nouveaux personnages. Je remercie encore une fois Mythic Games de m'avoir donné l'occasion de vous fournir ces figurines bien en avance. J'espère que ces tutos vous aideront à peindre vos propres figurines, mais aussi à jouer en réel avec votre famille ou vos amis à ce jeu vraiment génial. Bien, on arrive maintenant à la partie de la vidéo où je vais tirer au sort les gagnants des vidéos précédentes. Par contre, vu que l'application Sorteos est devenue payante et qu'elle est truffée désormais de publicité, et que je n'en ai trouvé aucune autre pour la remplacer, du coup, je n'afficherai plus les tirages en eux-mêmes, juste les résultats. Mais soyez assurés que tout est fait et tiré vraiment au hasard, parmi l'ensemble de tous les commentaires. Pour commencer, découvrons qui a gagné le lot de 30 € de pinceaux offert par notre partenaire Paints & Games, proposé lors du précédent tuto Super Fantasy Brawl consacré à Hackett. Et le gagnant est Sieur Loisel, qui dit « Merci pour les trouvailles et pour cette vidéo, sinon I n'est pas mort ». Eh bien Sieur Loisel, tu vas donc pouvoir découvrir des pinceaux qui, certes, ne sont pas chers, mais qui sont très bons. Maintenant, voyons qui a gagné la boîte de Marvel Crisis Protocol, toujours offerte par Paints & Games, et dont vous avez vu pour l'instant uniquement l'unboxing que j'ai fait avec Ludo. Au passage, je vous assure que vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce jeu sur la chaîne. Franchement, je l'adore. Donc, après tirage au sort, le gagnant est Tigian qui dit « Bon, super vidéo encore une fois, j'attends de voir une partie pour savoir si le jeu est aussi bien que les figurines. En tout cas, ça donne déjà envie d'en peindre. Je tente ma chance, alors Excelsior !» Eh bien Tijan, ne t'inquiète pas, le jeu est encore meilleur que ce que les figues sont belles. Et je pense que tu vas t'éclater à les peindre. Donc bravo à tous les deux, Sieur Loisel et Tijan. Je vous invite à m'envoyer un mail à nicoprimtv@gmail.com avec une copie d'écran de votre console YouTube et je transmettrai à Sébastien
qui vous fera parvenir directement vos lots. Bien, ceci étant fait, passons au concours du jour. Vous vous en doutez, Super Fantasy Brawl, Round 2. Donc, pour participer à ce nouveau jeu, vous allez écrire en commentaire « Vive le Round 2 » et vous pourrez avoir l'occasion de gagner une mallette Felder offerte par Mythic Games pour pouvoir ranger toutes vos figurines de Super Fantasy Brawl. Au final, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce Round 2 ou de Super Fantasy Brawl en général. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le site de notre partenaire Paints & Games, sur lequel vous retrouverez toutes les peintures, bombes et pinceaux que j'ai utilisés aujourd'hui. Et très prochainement, lorsque le jeu sera disponible en boutique, le jeu Super Fantasy Brawl en lui-même. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser le petit pouce bleu qui va bien en dessous. Cela aide au référencement de la chaîne et de cette vidéo en particulier, de façon à la faire connaître à d'autres peintres ou à d'autres joueurs. Bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et activez la cloche pour être prévenu de la sortie de nouvelles vidéos. Donc abonnez-vous, je compte sur vous. Enfin, mais non des moindres, si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir notre travail via la plateforme Tipeee. Si vous le faites, vous aurez en plus droit à 5% de remise supplémentaire chez notre partenaire Paints & Games, en plus d'avoir un accès au Discord de la chaîne. Sur ce, à très bientôt et merci.